Les volcans. Manifestation majestueuse des forces de la nature, ils fascinent autant qu'ils terrifient. Il existe une catégorie très rare de volcans produisant une roche très étrange, la carbonatite. L'un d'eux se trouve en Allemagne, juste à côté de l'Alsace. Son nom, le Kaiserstuhl. Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Aujourd'hui, cap sur l'Alsace à la recherche des trésors géologiques de la région. Mais nous allons bien évidemment aussi profiter du terroir. Et l'un des produits phares de la région, c'est le vin. Mais savez-vous ce qui forge le goût d'un vin ? Alors, il y a de nombreux paramètres, comme les étapes de transformation, l'ensoleillement, la période de ramassage du raisin ou encore le type de vigne, nommé cépage. Cependant, un dernier paramètre permet de produire des vins très différents avec pourtant une même méthode de fabrication. C'est le type de sol sur lequel la vigne est cultivée. En Alsace, les vignerons jouissent d'une grande diversité de sols selon la localisation des parcelles. Sur le bord des Vosges, les sols granitiques et calcaires apportent des notes minérales et acides. Par opposition, les sols plus bas dans la vallée du Rhin sont généralement sableux, donnant des vins légers et fruités, ou argileux, engendrant des vins avec du corps, des saveurs concentrées. Et cette diversité de sols, elle est liée à l'histoire géologique passionnante de l'Alsace, que l'on peut diviser en 3 phases. Il y a plus de 350 millions d'années, une collision entre plusieurs continents provoque le soulèvement d'une immense chaîne de montagnes, probablement aussi haute que l'Himalaya. Nommée chaîne hercynienne ou varisque, elle s'étendait de l'Europe de l'Ouest jusqu'en Amérique. Elle coupait alors en deux le supercontinent Pangée qui rassemblait la plupart des terres émergées à l'époque. Autour de l'Alsace, on trouve les vestiges de cette montagne dans les massifs des Vosges, côté français, et de la Forêt Noire, côté allemand. On y trouve des roches déformées par la collision continentale, comme des gneiss, mais aussi des fragments de croûte océanique qui ont été transportés sur le continent par la collision, ce qu'on appelle des ophiolites. Mais les Vosges sont surtout connus pour leur granit. Ceci témoigne de la mort de cette chaîne de montagnes. Avec le temps, elle s'effondrait sur elle-même et s'érodait en surface. Elle perdait alors en altitude, mais aussi en profondeur. En effet, les montagnes possèdent une racine crustale qui pénètre, qui plonge dans le manteau terrestre. Celle-ci équilibre la croûte qui repose sur un manteau mou, exactement comme la partie immergée d'un iceberg lorsqu'il flotte sur l'eau. Lorsque la montagne perd en altitude, la racine crustale remonte ainsi pour compenser la perte de masse en surface. Or, les roches de la racine ont été chauffées pendant des millions d'années par le manteau terrestre. Lors de leur ascension, elles subissent une décompression, ce qui provoque leur fusion partielle. Du magma se forme alors à la base de la croûte. Celui-ci, peu dense, remonte sous forme de bulles kilométriques à l'intérieur de la croûte. Elles finissent par refroidir lentement dans les profondeurs de la Terre, permettant ainsi la croissance lente de gros cristaux qui vont pouvoir former des grains jointifs. La roche ainsi obtenue est dite grenue ou plutonique car on voit des minéraux à l'œil nu qui se touchent les uns les autres. Ici, il s'agit d'un granit, une roche composée de quartz, de mica blanc, de mica noir et de feldspath. Les bulles de granit, que l'on appelle des plutons, se sont formées ici il y a entre 355 et 305 millions d'années. L'érosion continue de la chaîne a fini par mettre au jour ces granites. Et par ailleurs, celle-ci a produit des galets et des sables qui se sont assemblés en conglomérats et en grès roses au Permien et au Trias, il y a entre 300 et 200 millions d'années. Lorsqu'un conglomérat contient des galets, on dit que c'est un pudding pour les anglophones, un pudding pour les francophones. Oui, ça sonne pas très bien, mais c'est comme ça. Et quant au grès rose, il est largement exploité dans la région comme pierre de taille. On en voit un peu partout dans les bâtiments, les fontaines, et il a notamment été utilisé pour construire le lion de Belfort. L'Alsace est parcourue par la vallée du Rhin qui semble couper les massifs qui la bordent en deux. En effet, ils étaient initialement regroupés en une structure unique. La vallée qui les sépare est un type particulier de bassin, un rift. Lorsque des forces de divergence étirent la croûte terrestre,
celle-ci s'amincit. Il en résulte la formation d'une dépression bordée de failles que l'on appelle un rift. En Alsace, il a commencé à se former au Trias, il y a entre 250 et 200 millions d'années. Il a poursuivi son ouverture au cours du Jurassique, période durant laquelle il est envahi par les eaux. Non, pas comme dans le jour d'après. En fait, toute la France à l'époque était un archipel d'îles constellant une mer peu profonde. Et des calcaires et marnes se déposaient alors dans l'Alsace qui était sous climat tropical. Avec le temps, le niveau marin a diminué et le rift a été lentement coupé de la mer. Il a connu une phase transitoire durant laquelle il était occupé par un grand lac salé. Autour de cette petite mer intérieure, les rivières ont formé des deltas de galets et de sable sur le bord des Vosges, de la Forêt Noire et du Jeune Jura. De cette période, il reste aujourd'hui des dépôts de sel, de conglomérats et de grès qui datent de l'Éocène et de l'Oligocène, soit il y a entre 56 et 23 millions d'années. Enfin, la vallée du Rhin est définitivement émergée au cours du Miocène, il y a environ 20 millions d'années. Voilà donc d'où vient la grande diversité des sols à l'origine des délicieux vins de la région. Mais à consommer avec modération quand même. J'aurais jamais cru que c'était le gramme. Mais la formation du rift a provoqué un phénomène encore plus spectaculaire que la fracturation d'un massif en deux. En effet, l'amincissement de la croûte a entraîné la remontée du manteau chaud pour compenser la perte de masse en surface. C'est à peu près comme pour les plutons granitiques. Cette décompression va entraîner la fusion partielle des roches du manteau. Mais à la différence des granites, ce magma provient bel et bien du manteau, et surtout il est remonté jusqu'à la surface en profitant des failles qui bordaient le rift. Et qui dit remontée de magma en surface, dit volcan. Dans ce contexte, le magma refroidit rapidement, ne permet donc pas la formation de gros cristaux. Une roche volcanique ne contient donc pas de gros minéraux, seulement des tout petits, qui sont pris dans ce qu'on appelle un verre magmatique. Et c'est notamment le cas par exemple du basalte. Et la taille ça compte pas. Des volcans associés au rift sont très célèbres en Auvergne par exemple, avec la chaîne des Puys. De son côté, l'Alsace n'est pas très connue pour ses volcans, même si le Kouglof y ressemble. Pourtant, il y a bel et bien une trentaine de petits volcans dans la région, mais ceux-ci sont discrets, ne représentant souvent que de petites coulées de lave. Cependant, l'un d'eux est bien plus visible. Il se trouve du côté allemand et contient un type de roche très rare. Ce volcan, c'est le Kaiserstuhl. En allemand, son nom signifie le trône de l'empereur. Et je connais l'endroit parfait pour préparer une expédition vers ce trône de roche. Après avoir passé une nuit charmante dans ce Airbnb insolite, nous voilà prêts à partir pour le Kaiserstuhl. Ce dernier n'est pas un volcan. Enfin, ce n'est pas un seul volcan, mais un complexe de plusieurs cônes volcaniques s'étant formé au Miocène, il y a entre 18 et 16 millions d'années avant notre ère. Il prend la forme d'une colline de 7 km par 12, s'élevant à 557 mètres d'altitude sur le bord de la vallée du Rhin. Plusieurs centaines de mètres ont probablement été érodés avec le temps, et les roches visibles de nos jours se sont donc formées à l'intérieur même du volcan. Elles se sont refroidies plutôt lentement, et c'est pour ça que l'on peut repérer parfois de gros cristaux dans celles-ci. La plupart des roches du Kaiserstuhl sont issues de laves dites alcalines. Mais d'ailleurs, quelle est la différence entre un magma et une lave ? Eh bien, un magma, c'est une roche liquide qui peut contenir des petits morceaux de cristaux, mais qui contient aussi et surtout du gaz, qui peut être dissous ou sous forme de bulles. Et de son côté, la lave, elle, a atteint la surface et a donc en partie dégazé. Elle contient donc beaucoup moins de gaz. Et concernant le terme de alcaline, eh bien pour le comprendre, nous allons nous intéresser à la classification des roches magmatiques. Comme je l'ai déjà expliqué, les roches magmatiques peuvent être soit plutoniques, avec de gros cristaux, soit volcaniques, composées principalement de verre, avec des petits cristaux dedans. Cependant,
On peut aussi les classifier selon leur composition chimique. Le premier paramètre utilisé est le taux de silice, qui est le constituant principal des roches magmatiques. Ce taux varie de 40 à 80%. Une roche pauvre en silice est dite basique, comme le basalte ou le gabbro, et une roche riche en silice est dite acide, comme la rhyolite ou le granit. Le second paramètre utilisé est le taux d'alcalin, soit la proportion d'oxyde de sodium et de potassium, qui varie entre 0 et 12%. On obtient alors ce qu'on appelle un diagramme TASS, qui permet de classer les roches magmatiques. Les deux axes n'ont pas été choisis au hasard. En effet, lorsqu'un magma refroidit dans la croûte terrestre, des minéraux se forment et s'accumulent par exemple par gravité pour former des roches. Cependant, cette cristallisation est souvent partielle et du magma reste liquide. Or, certains éléments sont plus facilement absorbés dans les minéraux solides, comme le fer et le magnésium. A l'inverse, les alcalins vont préférentiellement rester dans le magma liquide. Ainsi, le magma résiduel n'a pas la même composition que le magma initial. Il est notamment plus riche en silice et en alcalin. Ce processus nommé différenciation peut permettre à terme d'obtenir un magma final acide, tout en partant au départ d'un magma initial basique. Les roches produites durant la différenciation représentent ce que l'on appelle une série magmatique. On peut alors visualiser ces séries dans le diagramme TASS. On part d'un magma pauvre en silice et en alcalin, dans le coin en bas à gauche, puis celui-ci s'enrichit en ces éléments au cours de la différenciation pour évoluer vers le haut et la droite. La série magmatique illustrée prend ici comme exemple des roches plutoniques, mais elle existe aussi en version volcanique. Dans le cas des magmas alcalins, le taux d'alcalin est très élevé, et la série est alors dite alcaline. Elle se trouve dans la partie supérieure du diagramme. Ce type de magma est typiquement produit lors de la création de rifts. En effet, le manteau chaud en ascension fond en très petites proportions. Ainsi, les éléments ayant plus d'affinité avec les minéraux solides vont difficilement fondre. A l'inverse, les alcalins vont passer sans difficulté dans la phase liquide. Ils vont alors être très concentrés. D'où le haut taux d'alcalin dans ce genre de magma. Au Kaiserstuhl, on trouve nombre de roches de la série alcaline, telles la téphrite qui est basique et le phonolite qui est acide. Ces roches sont aussi abondantes dans les autres volcans alsaciens. Cependant, le Kaiserstuhl est lui très particulier car il a connu une phase inhabituelle durant laquelle il a produit une roche rare, la fameuse carbonatite. Comme je l'ai expliqué précédemment, les roches magmatiques se composent principalement de silice. Eh bien, ce n'est pas le cas des carbonatites, car, attention révélation, elles ont été nommées ainsi car ces dernières contiennent surtout des carbonates. Oui, des carbonates, comme la craie des écoles, le calcaire des montagnes ou le tartre dans ta tuyauterie. Un carbonate, ça se forme par association d'un acide carbonique avec un ion métallique positif, comme le calcium par exemple. Ces éléments sont facilement dissous dans l'eau, ce qui explique que les carbonates se forment principalement à la surface de la Terre, là où l'eau interagit avec les roches qui contiennent ces éléments. D'ailleurs, le processus majoritaire de formation des carbonates, de nos jours, c'est la vie. Eh ouais, cela fait des centaines de millions d'années que de multiples formes de vie ont évolué pour produire des squelettes ou des coquilles de carbonate. Ces éléments se sont ensuite déposés au fond des mers pour former des calcaires, visibles de nos jours dans nos montagnes. Et tout ça pour entartrer votre tuyauterie, oui. Il est donc d'autant plus surprenant qu'un volcan produise ce genre de minéraux, à moins bien sûr qu'une moule géante ne vive à l'intérieur. Mais en vérité, ces roches se sont produites à partir d'un fluide riche en carbonate qui remonte des entrailles de la Terre. Il existe 3 modèles principaux qui expliquent la formation des carbonatites. Premièrement, la fusion très partielle de roches riches en carbonate peut amener à la formation d'un fluide carbonaté. C'est notamment le cas lorsqu'une croûte océanique plonge sous une croûte continentale au niveau des subductions. La croûte océanique va plonger et amener des roches riches en carbonate et humides dans le manteau chaud. L'eau contenue dans les roches va permettre d'abaisser la température de fusion, et celles-ci vont alors fondre partiellement. Le liquide carbonaté qui en résulte peut alors remonter et rester stocké pendant des millions d'années sous la croûte terrestre, avant qu'un jour il ne puisse se frayer un chemin vers la surface
et former des carbonatites. Ensuite, de nombreuses carbonatites sont associées à des roches magmatiques alcalines, comme au Kaiserstuhl. Dans ce cas, tout commence par un magma alcalin riche en CO2. Deux processus de formation sont alors envisageables. Le premier, c'est la séparation des liquides silicatés d'un côté et carbonatés de l'autre par immiscibilité. Ce processus est simplement similaire au comportement de l'huile dans l'eau. Les gouttes de liquide carbonaté vont remonter à la surface et former des carbonatites. Le dernier processus intervient lorsque les conditions de température et de pression ne permettent pas l'immiscibilité. Dans ce cas, la différenciation progressive du magma va appauvrir le liquide résiduel en silice et l'enrichir en carbonate. Ainsi, on peut aboutir à la formation d'un magma carbonaté lorsque le taux de carbonate finit par dépasser les 50% dans le liquide résiduel. De nombreux volcans éteints ont fourni des carbonatites. Cependant, il n'existe de nos jours qu'un seul volcan actif qui produit encore ce type de roche, l'Oidonyo Lengai en Tanzanie. On peut alors observer les propriétés de cette étrange lave. Celle-ci est noire et très fluide, elle s'écoule comme de l'eau. Sa température est également inhabituellement basse, inférieure à 600 degrés contre plus de 1200 dans les laves silicatées. Les roches produites sont initialement noires, mais la rapide altération des calcaires au contact de l'air humide les fait blanchir. On voit ici une photo du cratère volcanique rempli de carbonatite solide en 2006. Les pics à l'intérieur, nommés ornithos, se développent par la remontée d'eau chaude sous pression qui charrie de la lave à travers la couche de roche. Le volcan a un aspect très variable. En 2007 par exemple, une éruption explosive a complètement pulvérisé la couche de carbonatite. Depuis, le cratère est lentement rempli par de petites coulées de carbonatite. Mais revenons au Kaiserstuhl. Je pensais facilement trouver ces carbonatites, mais elles n'ont été produites qu'à un endroit précis au cœur du volcan, et les trouver avec la terre qui recouvre tout, ce n'est pas aisé. On peut néanmoins apprécier le paysage et la faune locale. Ah, mais attendez, il y a quelque chose là-bas. Une falaise. Mais c'est... Oui, les carbonatites. Regardez-moi ces beautés. Si vous avez bien suivi la vidéo, vous devriez savoir comment reconnaître une carbonatite. Déjà, on doit voir des carbonates, en grande quantité. Ici, c'est de la calcite blanche. Ensuite, ce carbonate doit avoir une origine magmatique. Et dans le cas du Kaiserstuhl, l'origine magmatique de la roche est attestée par la présence de biotite. C'est un minéral noir en feuillet brillant. Et ça donne d'ailleurs à la carbonatite un éclat magnifique qui contraste avec le blanc de la calcite. Et ainsi s'achève notre voyage en Alsace. Je suis content d'avoir pu sortir cette vidéo, ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaille dessus, avec plusieurs réécritures. J'ai aussi d'ailleurs composé, comme vous avez entendu, le thème de Game of Thrones en free version. Donc ça demandait pas mal de travail, donc j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été compréhensible d'un point de vue vulgarisation. Toutes les sources sont en description pour ceux qui sont intéressés. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner. En attendant, vous pouvez aller sur le compte Instagram de la chaîne qui est très actif. Je montre notamment en ce moment des images d'un voyage que je fais en Afrique du Sud. Je me mets aussi de plus en plus aux shorts pour ceux qui veulent plus de contenu sur YouTube. Et enfin, vous pouvez bien sûr checker le site de la chaîne. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie.